Tac. On fait pas de CLT, mais on se baigne. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes sur le Mondial du bâtiment, le premier jour, le 2 novembre, et nous sommes à la matinale de la construction bois. Pendant 5 jours, tous les jours à la même heure, à 11 heures, nous aurons un rendez-vous avec la construction bois. Ce matin, nous nous intéressons au CLT et au bâtiment bois multi-étages. Avec nous, 4 spécialistes. On va commencer par vous, Monsieur Molinier. Vous êtes responsable développement construction au FCBA. À côté de vous, Monsieur Didier Sauvage, vous êtes directeur des ventes chez Stora Enso. Bonjour. En face de vous, Monsieur Stéphane Vive, vous êtes président du directoire Monesev Sougy. Et Monsieur Olivier Kratt, vous êtes le fondateur de l'INEAZEN. Bonjour. Bonjour à tous, et on va commencer tout de suite avec vous, Monsieur Sauvage, parce qu'on parle de beaucoup de CLT. On a peut-être besoin quand même d'avoir une petite définition. Le CLT, c'est quoi? Alors très rapidement, le CLT, c'est du bois massif contre-collé croisé, préfabriqué, qui permet d'obtenir des grands panneaux structurels utilisés en mur et en plancher. Et donc avec ce matériau, est-ce qu'on peut parler de matériaux? On peut parler de matériaux de construction, absolument. Alors avec ce matériau, on est capable de construire des bâtiments bois multi-étages. Toutes sortes de bâtiments, de la maison au bâtiment multi-étages. Et y compris des bâtiments multi-étages. Petite définition du marché, Monsieur Stéphane Vive, sur quel est le marché pour ces bâtiments bois multi-étages, qu'ils soient d'ailleurs en bois ou autres? Alors, le bâtiment multi-étage, aujourd'hui bois, alors jusqu'à maintenant était fait souvent en ossature, où on était limité en surélévation, jusqu'à peu près 4 niveaux maximum, 3-4 niveaux. Et aujourd'hui, donc avec ce nouveau matériau qui apporte une grande stabilité, parce que le bois n'est pas stable dimensionnellement, et le fait de le mettre sous forme de CLT, ce nouveau matériau, permet de lui conférer une stabilité dimensionnelle importante, ce qui nous permet justement de faire des ouvrages de plus grande hauteur. Voilà. Et le marché aujourd'hui, le gros du marché va être entre 3 et 8 étages, qui va représenter quasiment 70% du marché. Après, vous allez avoir à peu près 20% qui va aller jusqu'à 9 étages. Et puis après, on va dire au-delà, aujourd'hui en tout cas, va représenter au-delà de 10 étages et plus, représenter 1 ou 2% du marché. D'accord. Alors, on reviendra un peu sur le matériau tout à l'heure et sa capacité à faire construire du bâtiment multi-étage. Mais on a aussi un plan national de la filière industrielle bois où on s'est intéressé et où on s'intéresse à ces bâtiments bois multi-étages. Alors je m'adresse à vous, Monsieur Molinier. On en est où aujourd'hui avec ce plan national et particulièrement sur la partie construction multi-étage? Oui, en effet, la filière bois est devenue filière stratégique. Donc, il a été demandé à la filière de sortir un projet emblématique avec un objectif fort. Et c'est vrai que la filière bois fait union sacrée derrière l'effet Tour Eiffel bois. Donc, le PNFI, Plan national filière industrielle bois, a comme objectif de développer l'usage du bois dans les bâtiments de plusieurs étages, 3, 8 niveaux, voire plus, les tours en bois. Ça, c'est vraiment l'effet Tour Eiffel. Et pour cela, donc, a créé une association qui s'appelle Adif Bois, présidée par Franck Matisse et Dominique Weber, dont l'objectif est de regrouper l'ensemble des acteurs de la filière bâtiment, c'est-à-dire depuis l'approvisionnement jusqu'à l'aménageur, avec les bureaux d'études et les industriels, pour détecter et pour lever tous les freins à l'usage du bois dans ces tours en bois. Donc cette association a été créée l'an dernier. Le dossier de dépôt de candidature à BPI a été déposé très récemment, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, plusieurs commissions techniques ont été mises en place. L'histoire est de lever tous les freins, donc la partie communication, technique, projet territoire que j'anime avec Jean-Marc Grémel. Dès le 1er janvier, on peut dire que la phase opérationnelle très concrète du plan Adif Bois et du plan PNFI va se mettre en marche. Alors, vous parlez de freins. On va y aller tout de suite. S'il y a des freins, quels sont-ils et qu'est-ce qu'il faut résoudre?
Alors je pense déjà il y a deux types de freins. Il y a des freins qui sont du point de vue technique. Voilà. Donc c'est pour ça que la commission technique a été mise en place pour reprendre toutes les contraintes du bâtiment que l'on retrouve, que ce soit du bois, du béton ou du métal, c'est-à-dire le feu, l'acoustique, la thermique. L'idée est donc de cadrer et de lever ces blocages, qui soient technologiques ou réglementaires. Et à côté de ça, c'est vrai que l'effet tour-bois fait peur aux gens. Aujourd'hui, on n'accepte pas forcément. Il y a encore un effet maison des trois petits cochons Au-delà de la maison des trois petits cochons, ça c'est les freins techniques et puis il faut débloquer certains verrous. Mais par contre, c'est vrai que l'effet tour-bois, qu'elle soit en bois ou en béton, ça fait peur. On a vu à Bordeaux, on va en reparler peut-être après, il y a des tours-bois de 50 mètres qui ont été annoncés et de suite il y a eu une levée de bouclier de la part des riverains. Donc l'acceptabilité aussi des tours. Voilà. Donc le technique et l'acceptabilité de la tour. Alors, on va venir. Quelqu'un veut ajouter quelque chose sur cet aspect-là? Oui, juste un petit mot pour compléter la définition qui a été donnée du CLT. Il faut préciser que la plupart des CLT qui sont fabriqués aujourd'hui par les fabricants sont en sapin épicéa. Et petite nuance, ils peuvent être fabriqués aussi dans d'autres matériaux qui présentent justement pour la construction multi-étages des intérêts techniques. Et nous, chez Lignazen, on le fabrique justement en hêtre. Il y a aussi des expérimentations pour le fabriquer avec d'autres matériaux. L'intérêt de ces espèces de bois différentes, c'est qu'elles apportent leur originalité physique, mécanique, et notamment dans la construction à étage. Vous parliez de freins techniques. Il y a l'aspect dimensionnel que vous évoquiez. Il y a aussi les phénomènes de compression. Plus vous montez en étage, plus le poids du bâtiment va écraser le matériau sous son propre poids. Et le fait d'utiliser un bois dur va contribuer dans la performance mécanique à la construction en étage. Il y en a plein d'autres, la dureté, etc. On pourra revenir dessus un peu plus tard. Sur cette question des bois durs ou des... alors, je sais pas, on va pas dire des bois mous, hein, je suis pas un spécialiste de la construction bois, donc je ne vais pas dire de bêtises. C'est relatif. Les résineux. Les résineux. Les résineux, voilà. Aujourd'hui, on utilise principalement des résineux, c'est ça, et un petit peu de hêtre. Aujourd'hui, dans la construction, en tout cas en général, aujourd'hui, en général, hein, le bois le plus utilisé est le résineux, parce que c'est la ressource la plus présente aujourd'hui. C'est là où aussi également il y a les outils de transformation, parce que c'est la plus exploitée, pas la plus présente. C'est la plus exploitée, mais aussi il faut avoir les outils de transformation, parce qu'aujourd'hui, en termes d'outils de transformation, il faut qu'ils soient là pour pérenniser aujourd'hui le produit et le matériau sur le marché. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est ainsi fait, et c'est le résineux qui est prédominant. C'est là où on a à la fois les outils de transformation et la matière première, puisqu'on a une ressource qui est relativement importante. Mais le feuillu, effectivement, est utilisé et peut être utilisé pour ce type de produit. On fait d'ailleurs on a fait des produits en chaîne, des produits modulaires qui sont faits en chaîne et résineux, les deux, et qui sont aussi très résistants. Puis je pense qu'on n'est qu'au début en fait du lancement de ce type de produits qui vont évoluer. Donc on parle de matériaux différents et de différentes essences, c'est une possibilité, mais aussi on peut combiner avec deux matériaux ensemble. Par exemple, nous, je sais que Storenzo va lancer l'année prochaine le LVL. On va pouvoir combiner aussi avec du CLT pour améliorer encore les solutions constructives. Parce que quand on parlait des bâtiments multiniveaux, les solutions techniques, on les a, mais elles ne sont peut-être pas encore optimisées pour les tours, par exemple. Et donc, il faut travailler sur les solutions optimisées pour arriver à un coût aussi qui soit acceptable. Sur cette question, M. Molinier? Oui, je voulais dire, c'est vrai que le CLT, on découvre en France depuis quelques années le CLT. Il faut savoir que ça existe depuis une vingtaine d'années dans le nord de l'Europe, donc c'est un produit qui est classiquement utilisé. La France découvre ce produit, donc aussi met en place des unités de production pour produire localement, valoriser les bois locaux. Et ça va bien dans le sens aussi de la démarche professionnelle et publique, puisqu'un appel à manifestation d'intérêt pour la valorisation des feuillus vient d'être lancé, et une des sorties pourrait être du feuillu dans le CLT, soit en globalité, soit en mix. Voilà, donc un appel est lancé depuis un mois, rendu pour fin janvier. Oui. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que le CLT, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un matériau. Et c'est un matériau qui ne se met pas en œuvre seul. C'est-à-dire qu'il faut vraiment le considérer pour la construction multi-étage dans son ensemble. Et dans son ensemble, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, en tant que matériau tout seul, il peut être optimisé. Donc nous, on a travaillé chez Lignazen, par exemple, sur l'optimisation du CLT en l'assemblant en caisson, qui permet d'optimiser les quantités de matière, soit dans les dalles, en faisant des dalles alvéolaires en horizontale, soit dans les planchers, en dissociant les fonctions de descente de charge et celles de contreventement et de comportement au feu. Ça, c'est le premier point. Ça permet d'optimiser en fait le comportement mécanique du matériau dans son utilisation.
Et le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas considérer le CLT, qui est sonné ou non, sans prendre en considération les effets de bord. En fait, c'est même plus que des effets de bord, c'est le vrai aspect collaboratif qu'il y a. Par exemple, pour la façade, on ne pourra pas résoudre les problèmes de construction en hauteur si on n'a pas résolu en même temps le sujet de la façade. Et on doit, dans la filière, travailler en collaboration avec les façadiers. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect acoustique, où on doit, notamment dans le logement, travailler avec les acousticiens, avec les fabricants de systèmes acoustiques, pour arriver à résoudre les problèmes qui peuvent surgir lorsqu'on construit en CLT. Ça fait partie, il faut le dire, on a des points forts. On a comme point fort de pouvoir construire vite en filière sèche au cœur des villes. On a comme point à travailler aujourd'hui celui de la façade et celui de l'acoustique. Et on y travaille tous. Sur ces questions, est-ce que les deux autres fabricants veulent réagir sur la question en fait des qualités intrinsèques du matériau à la fois et aussi de ses défauts qu'il faut retravailler? Alors sur les qualités, Didier parlera des défauts. Mais non, mais je plaisante. Mais sur les qualités, bon, il y en a aussi d'autres. Hein. On parle Rapprochez un petit peu votre micro. mais également, on va dire tout ce qui est isolation thermique, puisqu'on parle de matériaux sans pont thermique. Donc, on construit vite, hein, en filière sèche, mais également, on va dire, avec une isolation thermique très importante, hein, on a beaucoup de mal à obtenir, on va dire, avec d'autres types de matériaux. Ça s'y plie bien. On reste avec une matière quand même, une ressource pérenne, hein, renouvelable. Puis le troisième point, effectivement, c'est quand même aussi le stockage de carbone, puisque quand on utilise ce type de matériaux, à titre d'équivalence, pour un bâtiment qui fait à peu près 75 mètres cubes de bois utilisé, on va émettre à peu près 8 tonnes de gaz carbonique. Si vous faites le même aujourd'hui en béton, on va émettre 45 tonnes de gaz carbonique. Si vous faites le même en métal, vous allez émettre 36 tonnes de gaz carbonique. Donc il y a également cet élément qui est à prendre en considération, qui est important, puisqu'on parle du COP21, on va parler de tas de choses, ça va devenir un élément prépondérant. Donc on va tout à fait dans cette direction-là. Et petite cerise sur le gâteau, non seulement on émet moins de gaz carbonique, mais en plus on en séquestre, parce que ce même bâtiment, contrepartie, va séquestrer 56 tonnes de gaz carbonique. Donc on va séquestrer 56 tonnes d'un côté, et de l'autre on va en émettre 35 et 45. Donc un bon bilan environnemental par rapport à vos concurrents que sont le béton. Qui est le béton en fait? Puisque là-dessus vous vous placez directement en concurrence sûr, avec le incomparable. Alors effectivement, et que ce soit des bois, on va dire, qui ne sont pas forcément faits, si en France, ils se transforment en France, de toute façon. À partir du moment où c'est en bois, voilà. Donc on est là pour le développement du CLT en premier lieu, que ce soit du feuillu, aussi des essences qui viennent d'autres pays. Hein. Donc ça c'est la priorité, développer le CLT, ça va toujours dans le bon sens. Alors effectivement, si en plus il est transformé et qui provient des forêts françaises, ben, c'est encore mieux. Et là, j'invite tout le monde à le faire. Monsieur Sauvage, sur la question des avantages et éventuellement des inconvénients, mais sur les avantages, allez-y, si vous, de votre côté aussi, vous avez des arguments à revenir. Et puis après, ce que je vous demanderai à tous, moi, maître d'œuvre, qui a l'habitude de construire en béton, qui connaît les entreprises, qui sait que ça fonctionne bien, il va falloir me convaincre d'utiliser du CLT. Alors, déjà, c'est sûr qu'on ne pourra pas se passer de R&D. On est encore dans une phase où il va falloir investir dans des essais, dans des solutions imaginées, etc. Les tester. Donc ça, c'est une première chose. Et ce dont on n'a pas parlé, juste pour vous dire qu'au fur et à mesure que les projets sortent, ces solutions apparaissent. Notamment, on est en train de livrer avec Woodeum, Promicea et Matisse et Fage 140 logements R+4 qui arrivent au coût que souhaitait le promoteur donc, qui a été vendu à I3F. Ça veut dire que finalement, on a répondu au cahier des charges. Et ça, avec des avis techniques faits sur la façade que Woodeum a mené, et également des tests acoustiques pour les planchers. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, avec les projets, on arrive à lever les difficultés et on peut capitaliser sur ces solutions, les rentrer dans nos catalogues. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, sur les avantages, il y en a un dont on n'a pas parlé, c'est également la raideur de ces panneaux et surtout les zones sismiques, à mon avis, dont on en a quelques-unes quand même pas mal en France avec la nouvelle réglementation et qui amènent beaucoup plus de raideur que d'autres systèmes constructifs. Et donc ça devrait permettre de construire plus facilement en zone sismique.
Allez-y. Juste une question encore à Monsieur Sauvage. Par rapport au bâtiment que vous allez livrer, vous parlez en fait, on fait de la caractérisation quasiment en direct sur le chantier. Ouais, Vous en êtes passé par la procédure de l'ATEX ou est-ce que vous en êtes passé par une procédure plus ATEX. ATEX. ATEX, pour les façades notamment. D'accord. Je voulais compléter sur ce volet-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, un fabricant de CLT qui va mettre un CLT sur le marché doit passer par une épreuve d'évaluation. Donc c'est vrai que la première étape, c'est l'ATEX pour pouvoir livrer son chantier, pour aller à l'avis technique à terme. On a parlé d'avantages et inconvénients. Je rappelle, c'est vraiment aussi l'objectif du plan bois et de Adif Bois. Chacun individuellement est capable de recenser et d'identifier des avantages et des freins. Adif Bois est là pour rendre de façon collective, identifier tous ces freins, de mettre en place la R&D dont tu parlais, qui est encore nécessaire, de façon à ce qu'ensuite chaque acteur industriel n'ait plus cette R&D à faire à titre individuel. Donc le challenge, c'est dans 2 ans, quand les travaux d'Adif Bois seront menés et terminés, c'est que chacun ne se pose plus de questions ni sur l'avantage concurrentiel, environnemental, technique. On aura le package de solutions qui permet de livrer du bâtiment de 3 à 15 niveaux. J'avais tout à l'heure à votre place quelqu'un de la filière béton qui, ayant préfa, il caractérise beaucoup leurs produits d'une manière collective et collégiale. Est-ce que vous partez sur cette voie-là pour les bâtiments de grande hauteur? Ou est-ce que chacun aura son avis technique? Par exemple, est-ce qu'on aura des avis techniques communs à ces 3 industriels qui sont à côté de nous? Ou est-ce que chacun développera son propre avis technique? Alors aujourd'hui, au niveau du produit, le CLT est reconnu comme un produit non traditionnel, c'est-à-dire que chaque acteur doit faire la démarche individuellement pour aller vers l'avis technique. On sait qu'à terme, une norme est en train de se rédiger, ça voudra dire qu'on sera dans le domaine du collectif et qu'on n'aura plus besoin d'évaluer à titre individuel ces produits. Après, quand on passe à l'échelle de l'ouvrage, la garantie des performances à l'échelle de l'ouvrage, ça c'est le travail d'Adif Bois. Je vous dis, c'est un travail qui aujourd'hui a vocation à être collectif. Donc, un peu comme la filière bois, et comme ça se fait depuis la création du Codifab et de France Bois Forêt, il y a une mutualisation des investissements de R&D pour arriver à donner des outils collectifs à la filière. Oui. Ce que je disais tout à l'heure, c'est en plus ce travail collectif doit être fait non seulement à l'échelle de la filière et à l'échelle du matériau pour le faire passer justement du statut de matériau au statut de solution, mais on doit le faire aussi en dehors de notre domaine. On doit travailler avec les façadiers, on doit travailler avec les fabricants de seconde œuvre sur les solutions acoustiques. C'est pas juste à l'échelle de notre filière, c'est l'ensemble qui doit être traité. Alors, oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Juste dire que ça se passe aussi au niveau européen, notamment si on regarde l'aspect dimensionnement, calcul de structure au niveau des Eurocodes, ils vont introduire un chapitre sur le CLT. Et comme disait Patrick, il y a également cette norme qui va sortir et qui va donner un niveau égal à tous. Après, libre à chacun de passer par la vie technique s'il a besoin de se différencier, etc. ou avoir des nouvelles solutions, mais c'est en train de s'uniformiser. Il y a tout un processus qui est en train de se mettre en place au niveau de la normalisation et aussi de la gestion des questions techniques. Alors maintenant, il y a une autre question à voir. Moi, je suis maître d'ouvrage, je suis maître d'œuvre, j'ai l'habitude de construire avec la filière béton. Moi, j'entends dire, par exemple, des bailleurs publics, des bailleurs sociaux qui me disent, mais nous, on a envie de revenir à un mode de construction simple, un voile béton, une isolation par l'intérieur, parce que le reste, ça nous coûte cher, on ne sait pas gérer, c'est le bazar sur les chantiers. Ça, au moins, on a des entreprises qui savent faire. Je vais vous demander de le convaincre, en fait. C'est-à-dire de lui dire, écoutez, monsieur le bailleur social, alors vous nous avez cité un exemple tout à l'heure, mais ils en sont peut-être encore au stade expérimental. Est-ce qu'aujourd'hui, comment on convainc aujourd'hui un maître d'œuvre ou un maître d'ouvrage de changer ses habitudes, outre toutes les caractéristiques environnementales du produit? Et vous avez 5 minutes pour me dire tout ça. En fait, je dirais que 5 minutes pour l'ensemble. C'est un travail d'équipe. Nous, en tant que fournisseurs, on travaille avec un architecte, un éventuel promoteur et puis un bureau d'études. Et donc, on doit emmener effectivement un package qui doit convaincre le promoteur ou le bailleur. Et c'est ce qui s'est passé notamment avec Promicea, qui a mis en place ces solutions et qui est arrivé au coût final qu'espérait qui était le cahier des charges donné par le bailleur social. Et puis là, ça y est, c'est lancé. Donc, est-ce qu'il y avait une alternative? Est-ce qu'ils avaient choisi? Est-ce que vous êtes intervenu en fait un peu derrière une décision qui avait déjà été prise et puis finalement vous êtes arrivé avec votre solution?
Non, je pense que alors, ce qui est important dans la construction bois d'une manière générale, c'est qu'il y ait des gens qui soient déjà au début convaincus. Quelqu'un qui veut que faire du béton et qui n'est pas convaincu par le bois, Rapprochez votre micro du... et qui n'est pas convaincu par le bois, effectivement, on peut toujours essayer de transformer les choses, mais souvent, c'est beaucoup plus facile quand on a affaire à des gens qui sont ouverts d'esprit, qui ont envie de faire quelque chose de nouveau. Et tout à l'heure, vous parlez des chantiers. Franchement, un chantier bois, un chantier béton, on ne peut pas les comparer. Sur chantier bois, vous avez quasiment zéro déchet, zéro impact sonore, zéro pas d'eau utilisée quasiment, un ordonnancement très bien fait, une rapidité de chantier, etc. Donc ceux qui veulent revenir au béton traditionnel avec l'isolation par l'intérieur, libre à eux, mais on n'est pas du tout dans le même monde, quoi. Je ne fais que répéter ce Oui, je vous crois, ce qu'on entend. Hein. je vous crois. Je partage ce point de vue, c'est que ce sont vraiment les conditions chantier qui sont l'arbitre dans notre domaine pour partir sur le bois. C'est souvent une opération en dents creuses, une surélévation, un endroit compliqué où le bois arrive avec son Lego prêt à monter. Et nous aussi, on a fait avec un comme vous, ce qui a fait partir, on fait un R+5 à la fin de l'année, tout en structure être. Et ce qui a fait partir le promoteur, comme vous, sur ce chantier tout en bois, c'est une opération en dents creuses, en centre-ville, un endroit très compliqué, extriqué, où là, en fait, le fabricant, avec toute son équipe, comme vous le disiez, il arrive avec son Lego, et c'est beaucoup plus facile pour la ville de vivre cet événement. Et avec les avantages thermiques que vous avez décrits tout à l'heure, en fait, c'est vraiment l'intégration facilitée de l'efficacité thermique dans notre structure qui rend le bois compétitif. Et on arrive à faire un macrolo clos couvert pour moins de 600 € du mètre carré, donc dans les coûts objectifs du promoteur, grâce en fait à ces exigences thermiques et ces conditions chantier. Monsieur Vive, sur ce sujet de convaincre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Alors, on est aussi au début de l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est avec un matériau qui est nouveau, qui a une chance incroyable, c'est qu'il est en bois. Le bois, aujourd'hui, c'est un matériau à la mode. Et je pense qu'aujourd'hui, on va convaincre de plus en plus, on va dire, les utilisateurs, parce que c'est sec, effectivement. On est en train de parler aussi de filière sèche, l'acoustique, la rapidité de montage, parce qu'on a peut-être on a oublié de dire qu'on pouvait quasiment diviser un temps de chantier par deux sur le structurel. Après, il reste la problématique du second œuvre qui reste là. Mais on fait la plus grande partie du chantier à l'atelier, en fait. Voilà, en fait, on revient, on étudie, voilà, c'est le bureau d'études qui va étudier, qui va, on va dire, calculer tout ça. Et effectivement, quand on vient sur le chantier aujourd'hui, on modernise le bâtiment. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui, en tout cas le bâtiment bois, et aujourd'hui plus rien n'est fait sur le chantier. Aujourd'hui tout s'assemble, la pièce 1 avec la pièce 2, etc. et on monte le chantier complet. Il y a un autre avantage aussi, c'est qu'aujourd'hui c'est un matériau qui va pouvoir être utilisé de plus en plus par plus en plus d'intervenants, puisque comme le travail est fait en amont, aujourd'hui entre assembler 2 murs en béton banché ou 2 murs en CLT, il n'y a pas de différence. Un bon maçon aujourd'hui sera à terme capable d'assembler ce type de matériaux à partir du moment où effectivement il n'y a plus rien à faire sur le chantier. Donc ça va démocratiser aussi ce matériau, en dehors du fait qu'il est écologique, en dehors du fait qu'on a les résistances sismiques, structurelles et thermiques qui sont de plus en plus demandées aujourd'hui. Et donc on a vraiment un matériau, un des matériaux les plus modernes aujourd'hui, fait avec, on va dire, le matériau le plus ancien. Monsieur Molinier. Oui, je pense aussi qu'il est important de convaincre par l'exemple. Donc vous disiez tout à l'heure, l'image des 3 petits cochons est en train de s'effacer. Les gens sont convaincus que construire en bois, c'est possible. C'est ce que rappelait le président de l'Union sociale pour l'habitat lors d'un colloque national qu'on a organisé à Bordeaux sur habitat social, construction bois. Donc aujourd'hui, la première étape est faite. Deuxième chose, c'est sur ces bâtiments classiques, on va dire de 1 à 3 niveaux. Aujourd'hui, il y a du retour d'expérience positif, tant en qualité qu'en délai, qu'en coût. Des bailleurs sociaux s'engagent à hauteur de 20-25% de leur parc en bois, donc c'est passé. Le challenge qui nous arrive là, c'est comment on va sur des marchés nouveaux, du 3 à 8 niveaux, voire plus haut. Et là, il va falloir aussi montrer que c'est possible. Alors vous disiez comment convaincre un maître d'ouvrage.
il y a une approche bas carbone qui est en train de se mettre en place un petit peu partout, que ce soit, soit des aménageurs. La loi de transition énergétique va vous Voilà. aider sur le sujet, je pense. Exactement, donc la prise en compte du carbone. Et c'est vrai que l'un des critères que l'on retrouve dans la plupart du temps, c'est le volet matériaux. Et naturellement, le travail étant fait sur on peut construire en bois, ben les gens se disent sur le matériau, je peux jouer sur le bois. Et donc engagent des actions pour développer l'usage du bois. Donc voilà, le travail, Stéphanie le disait, on est en cours de progression sur ces marchés-là. Alors, il nous reste 3-4 minutes maximum. Donc, je vais vous demander à chacun une petite conclusion en forme d'ouverture, éventuellement, sur l'utilisation et sur cette possibilité aujourd'hui d'utiliser le CLT sur du bâtiment bois multi-étage. Donc, on va commencer par vous et puis on fera un petit tour de table comme ça. Alors moi, j'ai envie de conclure en disant, de toute façon, on est dans une mouvance internationale, je rappelais. C'est vrai que si on se positionne au Québec aujourd'hui, le Québec a sorti des guides pour faire des bâtiments CLT et a ouvert l'usage du CLC sur les bâtiments de 12 étages. On était au Japon il y a 3 semaines. La réglementation change et va permettre de faire du bâtiment bois à partir du 1er janvier multi-étagé. Le premier réflexe a été de construire des unités de fabrication de CLT. On a visité la première unité de fabrication de CLT au Japon, donc le mouvement est mondial. Et puis après, dans le challenge, il y a des acteurs maîtres d'ouvrage et qui ont pris le pas. Epamarne, Bordeaux-Atlantique a lancé cet été la première tour en bois de 50 mètres, la première mondiale. C'est là où vous nous disiez qu'il y avait eu quand même des réticences par rapport à ça. Pas côté maîtrise d'ouvrage, pas côté aménageur. C'est quoi c'est les voisins, c'est les habitants de la ville? La principale réticence, il y a 4 tours qui vont être lancées à Bordeaux, 3 en béton, 1 en bois. C'est-à-dire que les 4 tours ont été prises dans le même panier en disant voilà une tour en bois une tour de 50 mètres. Voilà, le riverain n'aime pas. On n'aime pas la. En fait, c'est plutôt la tour, c'est pas tellement le mode constructif. Le matériau n'est pas du tout. Le matériau n'est pas engagé là. Donc aujourd'hui, des aménageurs sont prêts à faire des grands pas pour aider la filière à progresser, et c'est à la filière à répondre présent. Alors, les industriels répondent-ils présent? Je dirais que on a déjà beaucoup de projets au niveau européen, en tout cas, qui montrent qu'on sait faire et que le train est lancé. Donc en ce moment, on fait en Norvège notamment 5 bâtiments de 9 étages, tout en CLT pour des résidences étudiantes. À Londres, on a plusieurs exemples de bâtiments multiniveaux. En France, on a ce fameux projet Aris-Orangis avec Promicea. On a également livré pour Adoma, qui est un bailleur social à Toulouse, avec l'entreprise Pyrénées-Charpentes, un R+3 en modulaire. Donc on est en train de montrer qu'on sait faire et qu'il y a plein de solutions qui sont en tout cas disponibles. Qui sont disponibles, qui existent. Voilà. Et ensuite, ce qui serait bien, c'est également qu'on parle et qu'on invite les promoteurs à réfléchir et à s'engager dans des marchés de type conception-réalisation qui aident aussi beaucoup la construction bois, puisque dès le début, dès l'amont du projet, on choisit l'équipe et on peut, on va jusqu'au par bout et étape, valider tout ce qui va bien, et notamment le coût très rapidement, les solutions constructives, et on sait que ça va au bout. C'est un des aspects aussi qui peut faire que ça fonctionne. Monsieur Stéphane Vive, petite conclusion. Alors, petite conclusion, il faut aussi pas oublier de dire que c'est le seul matériau aujourd'hui bois qui va nous permettre de dépasser, on va dire, les 3-4 étages, puisqu'aujourd'hui, il n'y en a pas d'autres. Hein, et il est là, il existe. Donc, on va l'utiliser. Je pense qu'il a beaucoup d'avenir. On a aujourd'hui, nous, effectivement, depuis qu'on a la vie technique, on a une très forte demande systématique qui va se traduire par des projets, par exemple, de 5 étages ou des groupes scolaires, choses comme ça, parce que, on va dire, comme disait Didier, aujourd'hui, il y a une demande. Hein, on ne va pas les convaincre, le gars qui est en béton ou qui est en métal, de changer. On n'en est pas là. Mais il y a déjà la demande. Aujourd'hui, il y a une demande. Les gens ont envie de ça, et je crois qu'avec ce produit, on rassure le client. Aujourd'hui, on est capable, avec du bois, de faire un produit, un matériau qui est l'équivalent du béton, l'équivalent du métal, et qui est capable de ne pas bouger, d'une grande stabilité, hein, et qui a les mêmes arguments que les autres, et qui ne va pas bouger au fil du temps. Et ça, c'est ce que les gens ont besoin. Et les gens ont souvent une mauvaise image du bois, et je vous garantis, on va la faire changer, mais très rapidement avec ce matériau-là. Merci. À votre tour pour une petite conclusion. Ouais, je crois que le CLT a 25 ans d'histoire en résineux. Et tous les fabricants de CLT qui sont de taille européenne aujourd'hui nous ont vraiment montré la voie. Ils ont mis au point un matériau qui est performant et qui est effectivement le seul à pouvoir construire en étage.
Je pense qu'on peut emmener ce matériau encore plus loin, l'ériger en technologie. Et c'est pour ça que nous, on a travaillé sur ces innovations que sont l'utilisation du hêtre et l'assemblage en caisson. Et pour le faire aller plus loin et passer les barrières psychologiques, je pense qu'il faut placer le bois non pas sur le plan de la mode, le plan d'un phénomène affectif, dire que le bois c'est chaleureux. Il faut regarder les choses froidement et mécaniquement et avoir un point de vue et technologique et stratégique sur le sujet. Technologique, il faut qu'on travaille la technologie bois et l'ériger en solution haute technologie. Et d'un point de vue stratégique, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que demain le maçon il va poser, et l'effet de ça c'est quoi? C'est que aujourd'hui dans le monde du béton, vous avez besoin d'un acteur pour construire un bâtiment en béton, vous vous retournez, vous en avez 200 derrière vous, puisque vous vous positionnez en maître d'œuvre tout à l'heure, qui vont avoir la meilleure solution à vous proposer. Aujourd'hui, il y a un nombre d'acteurs du bois, entreprises, j'entends, qui est bien inférieure à celle du segment du béton. Le jour où on aura plein d'entreprises générales, même issues du monde du béton, ce qui est important, c'est d'avoir ce comportement d'entreprise générale, qui vont se retourner et qui vont être 10, 20, 200 comme on l'est sur le béton aujourd'hui, alors on aura un vrai phénomène concurrentiel et on aura un marché du bois qui va se développer en s'appuyant sur les industriels que nous sommes. Merci, merci. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir participé à cette première matinale de la construction bois où l'on parlait CLT et bâtiment bois multi-étages. Merci beaucoup. Merci.